bienvenue à tous sur cette chaîne nouvellement créée qui fera des podcasts sur les informations, la culture et l'histoire de la République démocratique du Congo. Sur cette chaîne, l'ambition est de parler de la République démocratique du Congo dans sa globalité, de manière coordonnée, sans aucune tendance politique et de manière assez neutre. Pour soutenir la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Ken Info. Le sujet abordé aujourd'hui est celui de l'occupation de la ville de Goma. Nous allons relater les événements ayant conduit à cette occupation, l'historique de la ville, les forces d'occupation et les intérêts ou l'intérêt que représente cette ville. En effet, la ville de Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo, l'une des 26 provinces que compte le pays. La ville tire son nom du mont Goma, qui est une déformation de Ngoma en Swahili, qui signifie le tam-tam. Cette ville se trouve près d'un volcan qui est toujours en activité, qui se nomme le Nyiragongo. L'insécurité qui sévit dans cette ville est due à sa proximité avec un voisin qui a toujours voulu se taire. Mais il faut aussi se l'avouer, la province du Nord Kivu où se trouve la ville de Goma est une bénédiction en termes de minerais, de telle sorte qu'aucun terrestre ne peut dire n'avoir jamais eu une partie de Goma dans sa poche, peut-être avec un smartphone ou avec une voiture, du moins avec une batterie. Comme on le dit toujours, qu'il faut être deux pour se disputer, la ville de Goma est voisine avec la ville de Gisenyi, qui est une ville du Rwanda, mais dans le cas de la ville de Goma, dire qu'elle n'a qu'un ennemi serait faux. Dans la ville se murmure sur les lèvres l'hostilité des Ougandais, la présence des Kenyans qui en disposent, sans oublier que Goma est un buffet à volonté pour les multinationales. Alors, nous allons parler de plusieurs tentatives d'occupation de la ville de Goma. Et plusieurs occupations aussi. Tentatives, c'est-à-dire le moment où l'on a voulu occuper la ville, mais que l'on n'a pas réussi à l'occuper. Et l'occupation, c'est-à-dire il y a eu une occupation des faits de manière officieuse, ou il y a eu une occupation de droit de manière assez officielle. Avant l'arrivée des colons, le royaume du Rwanda voulut envahir les territoires des Bashi. Une bataille sanglante s'ensuit, jusqu'à la victoire des Bashi. Les Bashi, c'est un peuple qui est établi sur l'actuel territoire de la République démocratique du Congo. Le royaume du Rwanda, c'est les territoires qui composent l'actuel pays du Rwanda, mais à l'époque, il y avait aussi certains territoires qui se trouvent actuellement dans l'Ouganda et dans le Burundi. Alors, après cette bataille sanglante, la victoire était du côté des Congolais de l'époque, les Bashi. Nous sommes au XVIIIe siècle précisément. Dans la tradition orale, de la coutume et de la culture Bashi, on compte assez très bien ces événements. Les raisons étaient nécessairement toujours liées aux visées expansionnistes du royaume du Rwanda déjà à l'époque. C'était la première tentative. À l'arrivée des colons, deux postes furent établis. D'abord du côté de la République démocratique du Congo par les colons belges dans la ville de Goma et l'autre dans la ville de Rubavu au Rwanda par les colons allemands. Entre ces deux voisins, la cohabitation n'était pas du tout un doux fleuve. Les chefs coutumiers du Rwanda décidèrent d'attaquer la ville de Goma en complicité avec les Allemands qui voulaient plus d'espace. Les Belges furent attaqués, les Rwandais et les Allemands furent les plus forts. Alors un repli stratégique des Belges fut inévitable. Les Belges se replièrent jusque dans la ville de Bukavu. Après des négociations avec les Allemands, ces replis vers les anciennes positions et ainsi
le Rwandais retournèrent dans leur pays et la ville de Goma fut préservée. Et les Belges revenurent dans la ville de Goma, une paix s'installa. Mais la prophétie de malheur à venir planait toujours sur la ville. Nous sommes en 1910. C'est la première occupation de la ville de Goma, donc vous l'avez compris de manière assez officielle. Parlons maintenant de l'époque de la naissance de l'État congolais. Nous aborderons d'abord les facteurs de conflits actuels, puis nous relaterons comment la ville de Goma est arrivée à tomber en cette année de 2025. En 1994, la ville de Goma est le théâtre de l'opération turquoise. L'opération turquoise, ce fut un couloir humanitaire ouvert par les Conseils de sécurité des Nations Unies sur demande insistante de la France. Pour anecdote, le premier ministre de l'époque de la République du Zaïre, Kengo Adondo, fut opposé à cette ouverture-là. Mais une pression sera exercée sur le président de la République de l'époque, Mobutu Sese Seko Kukumbengu Wazabanga, qui demandera plus tard au Premier ministre d'obéir. Le couloir fut ainsi ouvert. Alors, ces jours-là, plus de 650 000 hommes sont rentrés sur les territoires congolais, particulièrement dans la ville de Goma. D'où venaient-ils? Ce sont des réfugiés qui fuyaient le génocide rwandais, le génocide qui avait opposé les Tutsis aux Hutus. Alors, ils sont entrés sans être désarmés. C'est-à-dire, les génocidaires aussi faisaient partie de ce groupe-là. Ces réfugiés commettent des massacres sans scrupules, avec des méthodes d'une haute fréquence de brutalité. Les réfugiés rwandais, donc, entrés sur le territoire congolais, amenèrent la mort. Ils ont ainsi plongé la ville de Goma et l'est entier de la République démocratique du Congo dans un séjour des morts qui dure depuis 30 ans. Parmi ces réfugiés, je vous le disais, des génocidaires qui vont se constituer en FDLR. FDLR, une rébellion qui est opposée au régime de Kigali, mais qui crée plus d'insécurité au Congo qu'au Rwanda. Des massacres, des villages vidés, des femmes et des enfants torturés. Nous ne pouvons que nous arrêter là pour ne pas offusquer certaines âmes sensibles. Cependant, les Hutus majoritaires parmi ces réfugiés qui composent et qui sont la majorité de ces mouvements FDLR, arrivés sur les territoires congolais, ils trouveront certains Tutsis originaires du Rwanda qui étaient établis au Congo depuis des décennies, qui ont donc senti la présence de ces Hutus venus, réputés génocidaires, sur les territoires de la République démocratique du Congo comme hostiles. Vous avez donc compris que le Tutsi, pour se protéger, ils vont aussi former des milices pour se protéger contre le Hutu. Voilà les conflits ethniques du Rwanda qui sera importé en République démocratique du Congo comme on importe une voiture Toyota ou encore une Lamborghini. Les conflits rwandais se trouvent maintenant sur les territoires congolais. Les autochtones congolais se sentent menacés, notamment les Fulirou, les Bashi, les Bembe, tout ce que vous connaissez là. Ils se sentent menacés face au pillage et au viol systémique qu'ils subissent par ces communautés venues d'ailleurs. Ils seront donc obligés de créer des groupes qu'ils appellent des groupes d'autodéfense, à l'instar, par exemple, et pardonnez-moi la tautologie, des Maïmaï. En 1898, le groupe rebelle RCD, qui est un groupe pro-Rwanda, composé particulièrement et principalement des anciens réfugiés rwandais venus en République démocratique du Congo, ils demanderont, puisqu'ils avaient accompagné le régime du président Laurent Désiré Kabila. Vous vous souviendrez, c'est lui qui a chassé les maréchals Mobutu, ou presque.
et qui a pris le pouvoir à l'aide de ce qu'on appelle l'AFDL, donc l'alliance qui a chassé le président Mobutu du pouvoir. Des libérations du Congo. Bon. Ils vont donc demander l'application et la reconnaissance par le président Laurent Désiré Kabila des accords qu'ils avaient eus, qui l'ont donc mené au pouvoir. Ils vont donc prendre la ville de Goma en 1998, appuyés par les militaires rwandais et ougandais. C'est la deuxième occupation de la ville. Puis, de 2002 jusqu'en 2003, j'ai envie de dire la troisième occupation de la ville. De nombreux viols, de massacres et des crimes, des guerres furent commis durant cette période-là. Cependant, les viols et les massacres à Goma ont un nom et un prénom, qui ne sont pas de la même personne. Le nom, c'est Kunda Batoare. Et le prénom, on pourrait dire Mutebuzi. Kunda Batoare, qui est un chef de guerre très connu pour sa violence. Mutebuzi aussi, qui est un autre chef de guerre très connu pour sa violence. Voilà donc dans quel chaos est plongée cette partie de la République démocratique du Congo à cause des gens venus d'ailleurs. Le RCD va donc se transformer en CNDP. Toujours avec les mêmes personnes, appuyées par le Rwanda, appuyées par l'Ouganda. Ils vont donc reprendre les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Le 23 mars 2009, je vous demanderai donc de bien retenir cette date. Le 23 mars 2009. Un accord est signé entre le CNDP et les régimes du président Kabila. On décide alors qu'il y ait un mixage et un brassage. Dans le jargon congolais, quand on parle du mixage, cela voudrait dire que l'on prend les anciens rebelles, composés même de certaines personnes n'ayant pas la nationalité congolaise, mais plutôt ougandaise ou rwandaise, on va le mixer avec l'armée régulière et la police, mais aussi les services de renseignement. C'est ça le fameux mixage. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le brassage. Le brassage, c'est-à-dire que l'on va prendre ces rebelles ou ces éléments dangereux et hostiles à la République avec les grades qu'ils avaient dans la rébellion et l'on va reconnaître ces grades de manière assez officielle dans l'armée régulière, dans la police, dans la société, mais aussi dans les services de renseignement. Cela occasionne ce qu'on appelle en un mot l'infiltration. Une fois ces mixages et ces brassages opérés, un calme précaire règne dans la ville de Goma, mais aussi dans l'espace est de la République démocratique du Congo. En novembre 2021, le mouvement du 23 mars, c'est-à-dire le M23, vous vous rappelez que l'accord signé avec le CNDP, c'était un 23 mars. Donc c'est en réclamation de ces accords-là qu'ils ont pris les noms M23. Donc ces mouvements qui, soi-disant, avaient été défaits en 2013, qui étaient donc devenus discrets, va décider de reprendre les armes. Ils vont donc ainsi affronter les forces de la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci, les forces de la République démocratique du Congo seront accompagnées de certains patriotes, des Congolais, qui en ont marre de voir leurs frères, leurs sœurs mourir